Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti pour une semaine de tennis. On va se régaler entre les résumés, entre les entretiens avec nos experts qui vont vous décortiquer le tennis d'aujourd'hui, les reportages sur les à côté de ce tournoi ou encore pour ceux qui veulent apprendre le geste du jour. En attendant, vous avez vu l'image du jour. C'est ce cours, le cours Régnier 3, The Place to Be, là où tout va se passer. On regarde justement le résumé de cette journée avec Frédéric Hélion. Finaliste surprise l'année dernière, Albert Ramos Vinolas a réussi son entrée dans le tournoi avec une victoire en 2-7 face à Jarell Donaldson, 6-3, 6-3. On ne l'avait plus vu à Monte-Carlo depuis 2012. Kei Nishikori, ex numéro 4 mondial, redescendu à la 36e place, a réalisé une belle performance en sortant à la tête de série numéro 12 du tournoi. Tomas Berdych, 4-6, 6-2, 6-1. Il n'avait plus gagné un match depuis le premier grand chelem de l'année en Australie. Novak Djokovic s'est baladé sur le court central ce lundi. Victoire contre son compatriote Dusan Lajovic, 6-0, 6-1. Et pour son premier match dans le tableau principal en Master 1000, Luca Katarina a fait trembler Milos Raonic. Le Monégasque a remporté le premier set 6-3, mais s'incline finalement en 3 manches. Je suis rentré sur le court en essayant de me dire que j'allais me battre sur tous les points et puis on verra bien. J'ai jamais joué à ce niveau-là, donc c'était très dur physiquement. Je sentais qu'il était peut-être un peu tendu au début et puis qu'après il jouait de mieux en mieux, donc c'était dur pour moi. Je me suis battu jusqu'au bout et puis voilà, quoi. Je vais essayer de m'en servir pour progresser. Et puis voilà, j'espère que ça sera pour moi bénéfique pour la suite. Et ça sera évidemment un match un peu référence, donc voilà, j'essaierai de faire en sorte de progresser avec ce match. Demi-finaliste l'an passé, la paire monégasque Romain Ardeono, Hugo Nice a réussi son entrée dans le tournoi ce lundi. Une victoire en 2-7, 6-4, 7-6 face à la paire Gonzalez-McLahan. Ouais, on a assuré, on a changé de statut, ouais, c'était pas évident, donc il fallait gérer une nouvelle pression. Parce que maintenant on était un peu plus attendu. Et du coup on a super bien géré parce qu'on joue quand même bien au final. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à rester je dirais dynamique dans l'attitude et vraiment à s'encourager. Et en aucun cas on peut être ne serait-ce qu'un petit peu blasé d'être d'ici en Master 1000, même si on a fait demi-finale. Pour nous ça reste quelque chose de super de gagner des matchs ici. Et je pense qu'il faut qu'on garde ça pour les prochains tours. Donc voilà, c'est bien. Hugo, en face, il y avait un joueur que tu connaissais, parce que tu avais évolué avec lui. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'approche du match ou pas? Ouais, je pense que ça nous a un petit peu aidé parce que je le connais par cœur. On a joué pendant un mois ensemble, on a bien joué. Donc voilà, j'ai donné des petites astuces à Romain. C'est pas un mec qui est très à l'aise sur la terre battue pour l'instant. Donc voilà, on a fait le taf, super. Comme il dit, on prend un plaisir de fou. En plus, on joue les Brian, qui sont les plus grands joueurs de double de tous les temps. Donc que du bonheur. C'est la question que j'avais posée à Romain. Vous avez sorti des gros joueurs l'an dernier. Maintenant, les frères Brian, une légende du double. Ouais, ça fait toujours plaisir de jouer contre eux. Voilà, c'est quand même des légendes du double. Et donc ça va être une superbe affiche. Et puis on a notre carte à jouer parce que voilà, ils sont très bons sur rapide, c'est des spécialistes de double. Et on sait que sur terre, on a des fois un peu plus de temps de jouer, donc on peut le faire. Et voilà, moi je suis très enthousiaste à pouvoir avoir l'occasion de jouer des joueurs comme ça sur un gros tournoi, c'est toujours sympa. Ouais. Voilà ce que l'on pouvait dire de ces résultats. Vous le savez, ce week-end a été important pour beaucoup de personnes, notamment les joueurs qui ont participé aux qualifications, dont des représentants monégasques. Reportage. Ils étaient 4 représentants de la fédération monégasque à participer au premier tour des qualifications samedi. Florent Dieppe, 615e mondial et qui reste sur 3 quarts de finale d'affilée sur le circuit futur, était le premier sur les courts et s'est incliné en 2-7, 6-3, 6-2 face à un des grands espoirs du circuit, le grec Stefanos Tsitsipas, 71e mondial. Comme tu disais, c'était un des meilleurs jeunes du circuit. Il a très bien servi, donc j'ai jamais réussi à l'inquiéter sur ses jeux de service. C'est pour ça que je suis un peu frustré de toujours me sentir en danger sur mes jeux de service, sentir que j'ai pas assez bien servi, donc j'ai pas réussi à l'accrocher assez. Il a été assez serein sur ses jeux de service, donc un peu frustrant. Amaury Delmas, 1288e à l'ATP, affrontait lui la tête de série numéro 14 du tableau des qualifications, Mirza Basic, 92e mondial. Malgré un bon premier set, Amaury perd en 2 manches, 6-4, 6-0. Je suis très content déjà d'avoir pu participer au tournoi et je remercie encore
la fédération monégasque. Voilà, c'était une première pour moi, une toute première. On voit vraiment la différence du haut niveau, le service, les points, la finition, tout ce qui est ça, même le combat physique, c'est beaucoup plus physique je trouve. Voilà, il est top 100 donc la logique est respectée, mais bon j'ai fait un bon premier. Second, je suis un peu déçu de moi sur mon service, mais bon, bravo à lui, il est meilleur, quoi. Spécialiste du double, Hugo Nis ne délaisse pas pour autant le simple et a honoré sa wildcard face au Serbe Dusan Lajovic, 93e mondial. Le natif d'Evian s'incline en 2 manches, 6-2, 6-4. C'est dommage, c'était un bon match. Plutôt content de ce que j'ai réussi à produire sur une quarantaine de minutes. Pas évident avec mon manque de rythme en simple. Quand voilà, il n'y a pas de secret dans le tennis, bon, il aurait pu avoir un petit miracle aujourd'hui, sachant que c'est mon 3e simple de l'année. Mais bon, voilà, c'est de bon augure sur le niveau pour être en tout cas compétitif en Coupe Davis quand ça arrivera. Donc content pour ça. Après, je ne suis pas forcément content d'avoir perdu. Et enfin, Romain Arneaudo avait fort à faire face à Jérémy Chardy, 81e mondial. Le Monégasque mène 3-1, balle de 4-1 dans la première manche. Mais la route s'arrête là pour Romain, défaite en 2-7, 6-3, 6-2. Ouais, un peu frustrant, très frustré de ce match parce que ça va très vite. Petite condition un peu avec un peu de vent et du coup le terrain est très sec et lui il a très bien servi. Il est très agressif et du coup voilà, je suis un peu frustré parce que j'arrive pas trop à rentrer dans le match. Enfin, je fais un bon début mais finalement il n'y a pas de rythme et ça me dérange beaucoup ce rythme de match. Et voilà, du coup je sors très frustré parce que je n'ai pas pris énormément de plaisir et c'était surtout pour ça que je joue aussi. Dès que je prends du plaisir je joue bien et donc du coup j'ai pas pris de plaisir et j'ai mal joué. Dans les gradins, un homme regardait ses rencontres avec une attention particulière. Il s'agit du capitaine de l'équipe de Monaco. Je vous propose d'écouter Guillaume Couillard. On est forcément déçus. On savait que ce serait difficile. Maintenant, j'espérais beaucoup mieux. Je sais que certains avaient la possibilité d'aller chercher un petit peu plus dans chaque match. Après, on voit qu'il y a une différence à ce niveau-là, c'est l'expérience. On sent que leurs adversaires, dès qu'il y a des moments un peu clés, ils se révèlent, ils jouent un peu mieux, ils osent leur niveau. Et puis les miens, c'est là où ça flanche un petit peu, où la balle va sortir de quelques centimètres. Voilà, donc à l'arrivée, ça fait un écart au score, quoi. C'est une tradition dans cette émission. On passe tout de suite à notre expert du jour. Et aujourd'hui, Frédéric Hélion s'est entretenu avec le tout nouveau consultant de Canal+, Paul-Henri Mathieu. C'est à vous, messieurs. Paul-Henri Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes notre expert du jour. Après 18 ans sur les circuits, vous êtes désormais passé de l'autre côté de la caméra en tant que consultant. Ça vous manque pas trop, la petite balle jaune? Ça me manque un petit peu, mais voilà, je suis content de pouvoir être passé de l'autre côté de la barrière et de pouvoir vivre le tournoi différemment aussi. Voilà, c'est un tournoi qui est magnifique, donc je suis très content d'être ici cette semaine. Comment ça s'est passé cette première? Vous commentiez le match d'Albert Ramos-Vinolas, finaliste l'an passé, cette première alors? Ouais, non, ça a été, c'est sympa de commenter le finaliste. Voilà, il a eu un petit peu de mal à rentrer dans la partie. Finalement, ça s'est bien fini contre un bon joueur américain qui a du potentiel même sur terre battue. Donc voilà, c'était un match intéressant. Votre regard sur ce tournoi, déjà, en tant qu'ancien joueur, c'est le premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue, le premier Master 1000 européen sur terre. C'est un tournoi que vous appréciez déjà en tant que joueur? Ah oui, alors c'est un de mes tournois préférés. Alors malheureusement, j'ai jamais bien joué ici, donc là je suis content au moins de pouvoir rester toute la semaine quoi qu'il arrive. Donc voilà, effectivement, c'est le premier grand rendez-vous de la terre battue de chaque saison. Voilà, on a toujours beaucoup d'attentes. C'est aussi, ça nous permet de voir un petit peu, de jauger notre niveau sur cette surface et de voir ce qu'on doit travailler jusqu'à Roland-Garros. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment un rendez-vous important. Vous avez joué des grands joueurs de terre ici, notamment Nalbandian, Coria. Vous avez un petit souvenir en particulier, si on doit en sortir un? Coria, il ne fallait pas me rappeler parce que j'en garde un très mauvais souvenir. Parce qu'il me semble que j'avais eu 7 ou 8 balles de match en menant 6-1, 5-1 et que j'avais perdu. Voilà, j'avais battu Marat Safin l'année d'après en menant 6-1, 5-1 à nouveau. Et il était revenu à 5 partout, j'avais gagné 7-6 finalement. Donc voilà, j'ai aussi joué un match pour être dans le top 10 ici où j'ai perdu contre Titsarevich en 3-7.
Donc j'ai pas que des bons souvenirs, mais en tout cas c'était chaque fois un plaisir de venir jouer ici. Comment vous voyez un petit peu globalement cette saison de terre et cette saison c'est vrai que c'est un petit peu chamboulé le Big Four. Bon, Roger Federer ne fera pas la saison, Rafael Nadal n'a joué qu'un tournoi, il a abandonné. Comment vous voyez un petit peu cette saison? Ouais, bon, honnêtement pour Rafael Nadal, je suis pas très inquiet. Voilà, dès qu'il arrive sur terre battue, il a tous ses automatismes qui reviennent tout de suite et très rapidement. Alors effectivement après c'est un petit peu chamboulé parce que Djokovic est descendu au classement, il n'a pas trop de repères. Dans quel état d'esprit il est, donc ça le match de tout à l'heure nous en dira un petit peu plus. Il n'y a pas Wawrinka non plus, donc effectivement je pense que le tableau est un petit peu plus ouvert, même si aujourd'hui Rafael Nadal est le grandissime favori. Côté français, Lucas qui est désormais ce rôle de numéro 1, c'est lui maintenant la tête d'affiche, c'est ça côté tricolore? Oui, Lucas effectivement c'est la tête d'affiche côté tricolore cette semaine. Il y a pas mal d'absents aussi côté français avec Tsonga, mon fils, qui joue en général assez bien ici. Donc on va voir, je pense qu'il a un tableau assez ouvert. Il a pu bien se préparer après Indian Wells parce qu'il a coupé pendant le tournoi de Miami. Donc il s'est bien préparé sur terre battue, donc il a toutes les raisons de bien jouer cette semaine. Dernière question, je sais que c'est compliqué, mais tout le monde se mouille, un petit pronostic là pour la finale de cette édition. Alors pour la finale, d'un côté, je ne me mouille pas trop parce que je vais dire Rafa, et de l'autre côté, alors j'ai pas vu tout le tableau, alors je ne sais pas s'ils sont dans la même partie de tableau ou pas. Je pense qu'il y aura une surprise, un nouveau finaliste. Je ne sais pas trop qui, mais un nouveau finaliste. Bon, voilà. Merci, c'est noté. Merci Paul-Henri. Vous regardez le tennis, vous aimez ce sport, mais vous ne l'avez jamais pratiqué. Alors cette rubrique est faite pour vous. C'est le geste du jour. Et on va commencer par le début, le service avec Jacques Vinciloni. C'est notre prof, c'est un ancien joueur de Coupe Davis. Il va vous apprendre à faire le service. Aujourd'hui, nous allons voir le service. Le service se compose d'un mouvement qui se fait en 2 temps. Une préparation et ensuite la frappe de balle. Je recommence. Le service est donc un coup qui demande beaucoup d'équilibre dans la frappe de balle. C'est-à-dire qu'au moment où je vais taper ma balle, je dois essayer d'avoir un équilibre tout en regardant bien la balle, d'avoir un bon équilibre sur les pieds. Et ensuite, après la frappe, il peut avoir un déséquilibre maintenant vers l'avant. Quelques petites précisions techniques maintenant sur la prise de raquette. En général, la prise de raquette est une prise de revers. Plutôt de revers, c'est-à-dire que le tamis a tendance plutôt à tourner vers le sol plutôt que de tourner vers le ciel. Donc plutôt vers le sol, voilà, une prise de revers. Autre chose, je peux vous dire que sur le lancer de balle, on tient la balle un peu avec le bout des doigts. On tient la balle avec le bout des doigts pour avoir un meilleur contrôle de la balle. Je recommence, on va doucement et après on serre, voyez ? Ce premier numéro est terminé, merci de l'avoir suivi, on se quitte en musique et en images et on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures tennistiques. À très bientôt, au revoir.